Haro sur la poésie. De toute façon, la poésie, ça sert à rien. Mais c'est sympa l'inutile quand même. Haro sur la poésie. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Haro sur la poésie sur Jet FM 91.2. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de la poétesse, conteuse, enseignante et chercheuse à l'université de Nantes, Sybille Orlandi, qui vient de sortir son recueil de poésie intitulé Red Vive aux éditions Ex Maudit. Bonjour Sybille, comment vas-tu ? Bonjour Nina, ça va très très bien. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter ton recueil à nos auditeurs avant d'en parler plus largement avec toi. Donc Red Vive, c'est un recueil époustouflant, étonnant. Il est surprenant dans la façon dont tu utilises la langue, la façon dont tu ressuscites des mots. Alors on sent évidemment cet amour pour les mots incongrus, oubliés, auxquels tu redonnes vie. Tu vas chercher avec précision le mot juste, exact. Tu nous rappelles ainsi que chaque émotion, objet, ressenti, dans toutes leurs nuances, ont un mot, souvent oublié, qui lui correspond. Et tu joues avec ces mots. Te lire, c'est comme un jeu de pistes dans l'histoire de la langue, mais un jeu de pistes accessible et amusant. Et ce qui est d'autant plus exceptionnel dans ton recueil, c'est que ton écriture est à la fois exigeante et pourtant accessible. Tu n'es pas là pour faire la démonstration de tes connaissances, mais bien pour nous ouvrir les portes d'un univers mystérieux et pourtant bien réel. Ton vocabulaire nous emmène dans un imaginaire unique, le tien évidemment, et en même temps, cet univers laisse une grande place à l'imaginaire pour le lecteur, qui a la liberté d'interpréter ces termes, ces mots nouveaux que l'on découvre à ta lecture, dans son propre imaginaire. Ce qui m'a énormément marqué à la lecture de ton recueil, c'est réellement cette capacité à lier l'exigence de ton écriture, de ton vocabulaire, tout en restant dans le sensible. C'est une écriture exigeante et pourtant qui dit tout simplement « Viens, je t'emmène dans mon monde avec tendresse et douceur ». Je partage ici mon ressenti de lectrice et maintenant j'ai envie de savoir aussi quels sont tes secrets de fabrication de ce recueil. Est-ce que ce ressenti correspond à tes intentions initiales ? Oui, alors je dois dire que je suis très touchée d'entendre ce que tu dis de ce que j'écris parce que c'est très proche de ce que j'ai envie de créer, je pense, quand j'avance, même si quand j'avance à tâtons dans l'écriture et que je ne suis pas tout à fait exactement sûre de ce que je suis en train de faire. Peut-être a posteriori, je peux dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du « viens, on va jouer ensemble et on va ouvrir des portes en sachant pas trop s'il y a quelque chose derrière et peut-être on va essayer de toucher les murs avec nos mains pour dessiner des espaces ». Donc finalement, le jeu de pistes dont tu parlais, ça me parle pas mal comme image. Je l'ai créé parce que moi-même, je me suis prise dans ces détours, ces dédales, et que ces mots, je les ai cherchés aussi. Enfin, je les ai découverts aussi. C'est pas des mots que j'avais dans mon répertoire forcément avant, mais il y a ce moment où on cherche confusément quelque chose, et il y a une émotion ou une sensation qui demande à être nommée, et on sait pas comment le faire. Et à ce moment-là, le dictionnaire, la remontée dans le temps de la langue française et puis d'autres langues aussi, c'est une sorte de travail d'archéologie un peu, je crois, ouais, de perte de soi dans les cavernes ou les grottes du langage, ouais. Justement, se perdre dans les grottes du langage, c'est aussi ton travail en tant que chercheuse, puisque tu es à la fois enseignante en grammaire et en histoire de la langue. Donc, est-ce que c'est ce travail qui te traverse depuis déjà des années ? Oui, c'est depuis très récemment que je peux dire oui, parce qu'il y a cette frontière qui m'a toujours semblé imperméable entre l'univers du travail de recherche, celui des cours et puis celui de l'écriture que je peux mener à côté. D'une part, j'ai mis du temps avant de m'autoriser à prendre tout ce temps pour écrire à côté. Et d'autre part, j'avais l'impression que il n'y avait pas de porosité entre les deux. Aujourd'hui, ça m'apparaît absolument évident que tout ce qui m'intrigue et toute la curiosité que je peux déployer à la fois dans l'invention de cours et dans le travail de recherche nourrissent l'écriture et inversement.
Pour ce recueil Red Vive, quel a été ton secret de fabrication? Est-ce que tu avais déjà une somme de poèmes où tu te dis, bon, là, je vais en faire un recueil, ou c'est je vais faire un recueil qui sera comme ça et je vais écrire pour une somme de poèmes? Quel a été le cheminement? Il s'est fait en 2 temps. Je peux marquer à peu près précisément le début de l'aventure. C'est en janvier 2021 où il y a un premier poème qui arrive et que je dis dans une scène de poésie. C'est un poème qui n'est pas dans Red Vive parce qu'il a été publié dans À l'Ouest les poétesses. Et à ce moment-là, j'écris et je rencontre Stéphane, l'éditeur, qui me propose de publier dans À l'Ouest les poétesses, donc c'est les éditions Exmodi toujours, et c'est un volume collectif, donc on est 4, et je lui donne quelques poèmes, et à ce moment-là j'ai pas du tout l'idée d'un recueil qui prendrait corps tout seul, ou en tout cas cette idée, si elle germe, elle est assez bien enfouie pour que je puisse pas la nommer encore, et ce qui se passe, c'est que sans beaucoup me poser la question de ce que ça va devenir, j'écris 1 ou 2 poèmes par mois. Il y a une sorte de temporalité qui s'installe. Et chaque poème m'obsède pendant 2-3 semaines. Quand il a trouvé sa forme, il y en a un autre qui arrive. Je ne suis pas sûre de décider grand-chose à ce moment-là, mais c'est vraiment cette espèce de petite chose qui frappe à la porte. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est comme les cerises, l'une attire l'autre. Donc il y a ce fil de poèmes qui m'accompagne pendant plusieurs années, jusqu'au moment où tout ça me semble vraiment pouvoir prendre corps. Et là, apparaît l'idée d'un recueil et d'une structure, mais donc elle vient après, parce que d'un coup, ça m'apparaît presque évident que j'ai envie de faire 7 x 7, donc 7 parties de 7 poèmes. Et les poèmes commencent à se rencontrer les uns les autres. Et je vois se dessiner des unités ou des constellations là où je voyais pas grand-chose. Donc c'est peut-être une petite prise de distance aussi. Et là, pour arriver à cette structure, j'écris quelques poèmes avec l'idée déjà de la structure et de l'endroit où ils vont atterrir. Mais c'est un peu comme se rendre compte qu'on est en train de faire un puzzle alors qu'on savait pas trop bien qu'on avait des pièces dans la main. Effectivement, donc ton recueil est très structuré, comme tu le dis, c'est 7 chapitres avec 7 poèmes dans chacun de ces chapitres. Est-ce que tu peux nous en dire encore un petit peu plus sur cette structure, à quoi chaque chapitre correspond ? Chaque partie correspond à une sorte d'obsession que je nourris, même si je ne savais pas la nommer au départ. La première s'appelle Peut-être la dernière, et c'est mon obsession pour la mer. Et cette Méditerranée qui s'est transformée en Atlantique, parce que je viens plutôt de la Méditerranée et maintenant j'habite plutôt au bord de l'Atlantique. Donc ça a été une sorte de troc d'une mer pour un océan. La deuxième, de chair et de cérumen, c'est vraiment un travail plus organique sur le corps et le corps dans l'intime aussi. Feu follet, obsédé plutôt par la mort. La mue remue, c'est l'amour. Je ne sais pas comment le dire autrement. Calende, c'est en écho aux calendes grecques. Les calendes, c'est le premier jour du mois chez les latins. Et donc on dit renvoyer aux calendes grecques pour ce moment qui n'existe jamais. Et c'est une tentative de construire une sorte de petite mythologie ou de petite cosmogonie de poche. Tapir, c'est un ensemble de portraits de personnes que j'ai croisées et qui m'ont assez marqué pour que j'ai envie d'en dessiner les contours. Et puis jaune, c'est des textes qui sont, je crois, reliés par la question de la couleur et de la lumière. Et puis il y a ce premier poème, Sornette, qui en fait s'est échappé de la première partie, un peu comme l'enfant qui court pour se mettre devant la photographie au moment où on va la prendre, et qui est une sorte de poème liminaire, comme un texte d'accueil. Un poème magnifique. Est-ce que tu voudrais le lire ? Parce qu'on aimerait aussi faire écouter ta poésie aux auditeurs. Sornette. C'était au temps où les cheveux poussaient à l'intérieur du crâne, où ça faisait rire les cerveaux chatouilleux. C'était au temps où les fleuves partaient de la mer pour venir se jeter dans la source, où il fallait affûter la ligne d'horizon tous les soirs. Tous les soirs, on appelait la même gamine aux yeux broussailles pour s'en charger. C'était au temps où les paumes des mains restaient lisses à en faire oublier tout avenir, où on humectait les étoiles pour une meilleure adhérence au ciel.
C'était autant où « Comment va Madame Porcil ?» C'était autant « Ouh !» C'était au temps où la vie se faisait sous la terre, où on aérait les morts en guise de sépulture. C'était au temps où on ne portait pas ses grains de beauté. On les conservait dans une minuscule boîte du début à la fin. À la fin, les proches ouvraient le couvercle et l'essaim essaimaient. C'était au temps où les couleurs n'avaient pas encore trouvé leur nom. Bleu et vert disaient un type de caresse ou bien de fruits à coque. C'était au temps où la sorne était l'ourlet de la nuit. C'était au temps interminable qui précède les commencements. Merci pour cette lecture. Tous les poèmes sont évidemment magnifiques, mais celui-ci, vraiment, il est extraordinaire. Quand tu dis que tu écrivais au moment de ton processus de création 2 poèmes par mois, donc pour toi, comment ça se passe ? Tu te donnes des contraintes temps dans ton emploi du temps où il y a un moment dédié à l'écriture de tes poèmes ou c'est quelque chose de plus fluide que ça ? C'est un croisement des deux. Au départ, c'est venu comme une temporalité qui s'est proposée à moi. Et puis au bout de 3 mois peut-être, où c'était 2 poèmes par mois, je me suis dit, bon, cette régularité est étrange. C'est comme une sorte de cycle lunaire, mais bilunaire, je sais pas. Et de là est née l'envie de le nourrir. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me donner des temps un peu plus clairs d'écriture. Donc il y a une sorte de double temporalité. D'abord, il y a un chantier poème qui s'ouvre quelque part à l'intérieur de moi et qui reste comme une sorte de base continue dans mes journées. Donc j'y pense un peu tout le temps et ça se travaille quelque part. Et puis il y a des temps aussi que j'essaie de ménager comme... Alors j'ai pas envie de dire des parenthèses parce que c'est pas des parenthèses dans une vie, mais c'est vraiment des espaces dont on peut dessiner les contours temporels et parfois je n'y faisais rien, mais j'avais besoin de ce temps de rien pour que puisse naître quelque chose. Quand on sait que tu es aussi professeur donc, de grammaire et d'histoire de la langue à l'université de Nantes, on comprend mieux aussi l'originalité de ton écriture. Et tu as d'ailleurs un poème dédié à la grammaire, dans lequel tu écris « La grammaire est la langue qui met la main devant la bouche quand on l'éternue. La grammaire présuppose la soucoupe avant de poser la tasse. La grammaire est une faiseuse d'entourloupe qui tire un lapin du chapeau, puis montre que le lien entre la chose et le mot est mou, mou gris et rompu comme cordon ombilical, lapin était un ange et chapeau, chapeau, était un cercueil. La grammaire ressuscite les morts, suscite les vivants, une fraction de seconde, puis les dessuscite et retourne faire la sieste à l'ombre du figuier. Thaumaturge de rien du tout, du petit, très petit peu. » Alors c'est un extrait de ton poème, il n'est pas en entier. Mais en lisant ce poème, je me suis dit que si je t'avais eu toi, en professeur de grammaire, avec cette approche aussi fascinée et passionnée, j'aurais certainement eu plus de curiosité envers la grammaire. Et évidemment, quand je lis ce poème, j'ai envie de t'écouter me parler de grammaire. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec la grammaire ? Eh bien, ça m'a pris du temps aussi d'arriver à cette déclaration d'amour à la grammaire. Parce que j'avais l'impression, en aimant la grammaire, qu'il fallait l'aimer avec rigueur et droiture. Enfin, ce que je continue à faire sans doute, mais que cette déclaration-là ne pouvait pas se faire. Et en même temps, ce qui m'a toujours semblé complètement fascinant, intriguant, vibrant dans la grammaire, c'est son côté créatif. Sans doute que la grammaire qu'on apprend à l'école primaire nous semble bien étiquetée, alors qu'en fait ces étiquettes, on ne cesse de continuer à les avancer et on cherche des mots pour nommer des phénomènes qui nous échappent. Au moment où je découvre à l'université que on continue à inventer des concepts grammaticaux et que je m'intéresse au métalangage et à la façon dont on peut parler de la façon dont on parle des mots. Donc c'est une sorte de circularité un peu fascinante qui, moi, me donne le vertige. Je me rends compte que c'est un domaine, comme beaucoup de domaines dans la recherche, où pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'inventer. Et la grammaire, parce qu'elle rend possible un regard sur la langue, et que la langue me semble être un lieu de mystère très profond, la grammaire m'offre à ce moment-là une clé pour
essayer d'ouvrir des portes, ou alors elle m'offre une serrure et il faut trouver la clé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue et que j'ai envie de creuser. Ça prend du temps, mais ça finit par infuser cette idée que la grammaire est très intimement liée à l'écriture poétique. En tout cas, que la fascination pour la grammaire, chez moi, résonne très fort avec cette envie de chercher des liens entre des mots. Et je pense que des poètes comme Jean Tardieu, Robert Desnos, ont vraiment, Raymond Queneau aussi, ont vraiment nourri chez moi cette envie de creuser le chemin grammatico-poétique. Et justement, tu nous offres vraiment ton univers qui est unique, évidemment. Et ton recueil fait du bien à lire aussi, car on est hors temps. Et ton poème Sornette le dit bien aussi. Alors évidemment, les temps sont durs actuellement, et les poètes et poétesses contemporaines sont là aussi pour crier leur rage de l'injustice, et c'est bien normal. Pour autant, lire ton recueil, c'est aussi reprendre son souffle, faire une pause du reste du monde et s'évader dans un univers qui fait un bien fou. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de tes intentions, de ne pas être frontal ? Plus qu'une intention, je dirais que c'est une manière d'être, et que c'était la seule manière dont je pouvais être. Peut-être que ça changera, mais il a fallu que j'accepte aussi cette absence de frontalité à un moment où tout est très frontal, et où être frontal, ça peut être une sorte de voie d'accès ou un passe-partout. Par ailleurs, j'adore lire des textes qui sont vibrants de révolte. Et c'est pas du tout un choix qui serait celui de me détourner d'eux, c'est plutôt une façon de dire d'accord, eh bien je vais faire autrement, mais je ne sais pas encore comment. Donc moins qu'un choix, c'est d'accord, je vais accepter de rencontrer la personne que je pourrais être si j'écrivais. Et alors, Sybille, tu es aussi une poétesse de l'oral, et il est temps, je crois, de faire écouter aux auditeurs une autre partie de ton travail en faisant écouter un poème que tu as mis en musique. Donc on écoute tout de suite le poème « La froisseuse et la lisseuse » que tu as mis en musique avec Guillaume Jost. Depuis que née, elle t'accompagne, voûtée, espiègle consciencieuse, mêmement concentrée sur ta peau, invisible d'un commun accord. Elles n'ont ni âge ni filiation, aucune préférence pour un goût ou une couleur. Mais des mains, ouais, des mains, et un mandat, bête comme chou. La froisseuse et la lisseuse, occupées jour et nuit, l'une à pétrir, plisser, friper, froncer, flétrir. L'autre à défaire, aplanir, en passant, en repassant ses deux paumes osseuses pour estomper les plis. Quand tu dors, froisse-lisse, froisse-lisse. Quand tu mastiques, froisse-lisse, froisse-lisse. Quand sous la douche, froisse-lisse, froisse-lisse. Quand dans les bois, froisse-lisse, froisse-lisse. Quand pour la millième fois, froisse-lisse, froisse-lisse. Quand pour la première fois, froisse-lisse.
Chaque heure, imperceptiblement, Froisseuse gagne du terrain. C'est rien, 3 fois rien. Au coin des yeux, aux commissures des lèvres, et dans cette ligne sous les fesses légèrement plus marquée qu'hier, à peine moins que demain. Quant au sortir d'un rêve, quand sur un quai de gare, quand tu, en plein désir, quand dans le fer m'ennuie, tantôt elles te suivent et tantôt te précèdent, se chamaillant lorsque l'isseuse tente de prendre l'avantage. Si par miracle elle pouvait, mais c'est peine perdue. Elle ne t'accompagne pas vers la mort, elle t'accompagne tout bonnement. Tu mourras comme c'est écrit dans le grand livre. Ou par hasard, hors pagination. De mémoire d'hominidés, les plis n'ont jamais tué personne. Simplement, ils prennent, gardent, en valoche sous paupières, les secrets, les soucis, les joies survenus, souvenus. Un beau jour, sonnera ce qui doit sonner. Un glas, un coucou, un cornet, un tocsin, la lali, la cocotte minute céleste. Alors elles s'éclipseront, passeront le relais à la déquilleuse dame. Voilà, une vie. Vous écoutez Haro sur la poésie sur Jet FM et nous sommes en compagnie de la poétesse Sybille Orlandi. Nous venons d'écouter le poème La froisseuse et la lisseuse, extrait du recueil de Sybille Orlandi, Red Vive, poème mis en musique avec Guillaume Jost. Et ensemble avec Guillaume, vous avez présenté une lecture musicale de ton recueil à la librairie Maison Marguerite de Nantes. C'était le 27 novembre 2024 et à cette occasion, j'ai recueilli le témoignage de Clara da Silva, fondatrice de la librairie, qui organisait cette rencontre. On l'écoute. Clara, ce soir, tu as organisé une lecture, la lecture de la poétesse Sybille Orlandi. Comment as-tu découvert Sybille Orlandi ? Sybille, c'est une poétesse du jeudi, c'est-à-dire que tous les jeudis à la librairie, on organise une nocturne dédiée à la poésie. Le principe est simple, il faut venir avec un texte, soit de sa création, soit qu'on a lu quelque part et bien aimé, pour le partage. Et donc Sybille est arrivée avec ses textes, elle était formidable, comme beaucoup de personnes qui passent les jeudis à la librairie. Et elle me dit voilà, qu'elle avait sorti d'abord un premier recueil collectif avec d'autres poétesses qui s'appelle À l'Ouest les poétesses. Donc on a fait le lancement de ce nouveau recueil à la librairie. Et quand j'ai appris que Sybille allait sortir un recueil personnel toujours à la même maison d'édition, je lui dis viens faire ton lancement à la librairie. En fait, la librairie s'appelle Maison Marguerite, mais c'est un peu comme ça que j'imagine que les gens s'approprient le lieu, c'est-à-dire viens faire un texte à la maison, quoi. Tu es ici chez toi, donc c'est presque naturel en fait que ça se passe ici ce soir. Et toi qui es féru de poésie, as-tu des ressentis particuliers à la lecture de ce nouveau recueil ? C'est un recueil qu'on a déjà lu, et la lecture musicale a apporté un univers complètement, j'allais dire, organique, parce qu'il est vraiment, vraiment beaucoup de questions de sens et
et de chair et de corps et de beaucoup de ressentis, et tous les instruments qui nous ont été proposés ce soir répondaient avec justesse au texte. Donc ça a été une lecture, j'ai envie de dire, incarnée par la musique. Moi, j'ai passé l'heure de lecture assise par terre. J'avais besoin de m'asseoir par terre et de fermer les yeux. Je me suis vraiment laissée porter par juste la voix, les sons, et c'était magique, quoi. Et c'est pas le même ressenti que quand tu l'as lu, peut-être toute seule chez toi ou dans le tram, ou je ne sais pas à quel moment. C'est ce qui fait la joie de ces lectures, c'est-à-dire que c'est un moment certes éphémère mais important, mais c'est vrai que ce serait bien que Sibylle et Guillaume soient, quand tu ouvres le recueil, derrière toi, avec leurs instruments pour te faire la lecture. Bon, malheureusement, c'est pas possible, mais et donc le recueil, de toute façon, donne une idée très juste et l'écriture de Sibylle apporte ça. Mais c'est vrai que ces moments-là, sont particuliers, quoi. Donc, faut pas les louper quand, quand vous les voyez passer. Venez, ça ne se reproduira peut-être plus. Donc, voilà, venez juste passer un moment hors du temps. Ouais, c'est ça que j'ai vraiment ressenti, c'est quelque chose d'un peu hors sol. C'était donc le témoignage de Clara da Silva à l'issue de ta lecture musicale au sein de sa librairie. Cette librairie, c'est un endroit à Nantes pour écouter et lire de la poésie. Quelle place a pris la poésie orale dans ton travail poétique ? Et étrangement, c'est un peu à l'origine de Red Vive, alors même que ça me semblait très très loin de mes gammes. Et quand je me suis retrouvée dans des scènes de poésie orale à Nantes pour la première fois, j'ai été très troublée, assez bluffée à vrai dire, aussi par tout ce qui s'y trame, tout ce qui s'y tisse, le fait que les voix portent des mots qui n'existeraient pas de la même manière sans elles. Et dans Red Vive, sans doute qu'il y a des textes qui sont vraiment nés dans l'oralité ou pour l'oralité, et il y en a d'autres qui sont nés dans le silence, le grain du papier, et que ces textes-là sont contents de cohabiter, mais qui ne sont pas vraiment de la même farine. On le sent à la lecture et on va y revenir juste après. Là, ce qu'on a écouté aussi, c'était donc une lecture musicale. Quelle était la nécessité pour toi d'ajouter, en plus de l'oral, de la musique lors de tes lectures ? Moins qu'un besoin ou une nécessité, je dirais que c'était un rêve non formulé, mais j'ai toujours été complètement fascinée par les percussions. Et quand je rencontre Guillaume sur un autre terrain qui est celui du conte d'abord, et que je découvre, mais émerveillée, les percussions qu'il a chez lui, et c'est comme une caverne d'Ali Baba, je me dis, en fait, il fait avec toutes ces percussions ce que moi je rêve de faire avec les mots. Il touche à tout, il explore, il fait se rencontrer des clapotis, des clapotas, des tac-tac, des tchouk-tchouk. Et ça me donne envie d'essayer de mêler voix et percussion, alors que même que ça me semblait pas une évidence, voix et percussion. Et à ce moment-là, on se lance dans des explorations qui sont sauvages, joyeuses, mais dont on ne sait pas du tout où est-ce qu'elles vont nous mener. Et elles nous mènent à ça. D'un coup, ça prend forme et on a envie de continuer à travailler ensemble. Mais c'est vraiment c'est né comme tiens, et si on essayait ? Comme tu disais précédemment, dans ton écriture, c'est pas la même farine entre l'écrit et l'oral, et donc on sent dans ton recueil aussi l'influence du conte. On sent qu'il y a des poèmes écrits pour être lus dans sa tête à voix basse au fond de son lit, tout emmitouflé, et d'autres où on entend clairement ta voix, ou une voix en tout cas, quand on te connaît pas, et tu interpelles le lecteur aussi dans tes poèmes, comme j'imagine tu peux le faire dans tes spectacles de conte. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton travail de conteuse et comment ça influence ta poésie ? Alors le conte apparaît assez tardivement pour moi, il y a 3 ans peut-être. Et c'est marrant parce qu'en fait ça coïncide un peu avec la grande place que prend la poésie. Mais le conte et la poésie existent comme 2 lignes bien distinctes, comme 2 rails dont je me dis c'est des parallèles, elles vont jamais se rencontrer. Alors que évidemment elles finissent par se rencontrer quelque part qui doit ressembler à la ligne d'horizon, je ne sais pas. Et le conte a cette chose qui me plaît beaucoup, mais que je continue à
à explorer. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans un travail en cours et j'espère qu'il ne se terminera jamais. Il y a quelque chose de l'ordre du moment, de l'instant présent, qui est aussi proche de ce que peut offrir le clown et de l'accueil de ce qui se passe au moment où ça se passe. Ce qui me semble à la fois très loin et très proche de la poésie, parce que effectivement, quand tu te dis il y a un recueil qui a été publié, les accents vont pas se mettre à danser sous tes yeux. Donc le recueil, quand tu l'ouvres, normalement, il est le même que quand tu l'as ouvert hier. Mais j'espère, quelque part à l'intérieur de moi, que se joue dans la lecture d'un poème ce qui peut se jouer dans la rencontre sur une scène avec un public, comme un surgissement de l'inattendu. Et si la poésie permet ça, alors waouh. Et très concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail de conteuse ? En 2023, tu participes au festival Bobard, au Grand Lieu du Conte, qui est un festival de menterie, et tu remportes le prix du public et le prix du jury. Suite à cela, tu montes le spectacle Axiste pas, que tu as présenté en novembre 2024, toujours au Grand Lieu du Conte. Tu travailles également le conte en collectif avec Les Innommables. Vous tournez le spectacle de Comté intitulé « Il y en a qui disent ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tout ce travail de conte qui prend une place importante et pour lequel tu as aussi une reconnaissance ? Oui, alors il y a un compagnonnage très joyeux avec Les Innommables, Bertie et Warlotte, on est 3. Et ça coïncide avec mon arrivée dans l'univers du conte. Et justement, cette arrivée, elle arrive comment ? Je pense qu'elle arrive avec un ami qui est conteur, mais à ce moment-là, je ne le sais pas trop. On vient de se rencontrer, c'est le confinement, on s'ennuie, on se raconte des histoires le soir, en louvoyant avec le couvre-feu. Et un jour, il a une date dans un bar à Nantes, et il me dit « Mais tu voudrais pas raconter pendant je sais pas, une dizaine de minutes, une histoire que tu aurais dans ta besace, là, parce que ça donne envie de tirer ce fil-là. » Je me retrouve face à des gens en train de raconter une histoire sans avoir bien compris ce qui se passait, et ça me plaît énormément. Et je me dis, je vais effectivement tirer ce fil-là. Donc je commence à faire des stages, rencontrer des conteurs, aller écouter des contes. Je rencontre Bertie et Warlotte et on se dit, c'est Philippe Cizère qui nous souffle cette idée, on va travailler ensemble pour une première forme qui devient Il y en a qui disent. Et c'est tellement savoureux qu'on décide de continuer le chemin. Donc on invente d'autres spectacles et on fait des tours de contes. Et à côté de ça, avec l'aventure Bobard, les menteries qui sont une sorte de joyeux délire, mais qui en même temps permettent aussi de parler à la première personne et d'une façon intime, décalée, ce qui d'un coup me parle. Je déroule, c'est pas vraiment le verbe dérouler qui me paraît le plus juste. J'essaye de tisser quelque chose toute seule qui devient existe pas, et qui est un espace où se rencontrent la poésie, la danse et le conte. Et si le conte me trouble et me touche autant, c'est aussi parce qu'il est un espace ouvert au possible. C'est une histoire et on est tous nourris d'histoire et on en construit en permanence. Donc ce qui me semble aussi très vibrant dans le conte, c'est le fait que on est tous un peu conteurs et conteuses tout le temps. Et qu'à un certain moment, on se dit tiens, pendant 1 heure, je vais essayer de faire un petit voyage et d'inviter les gens. Et à ce moment-là arrivent les poèmes qui m'ont nourri dans mon enfance, des obsessions qui sont aussi, je pense, présentes dans Red Vive, qui sont l'existence, l'inexistence, comment tout ça s'interpénètre et comment est-ce que les questions métaphysiques rejoignent des questions aussi cruciales et banales que qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton paquet de céréales le matin. Et je rencontre Guillaume à ce moment-là, et là aussi le conte vient rencontrer la poésie. Donc je crois qu'avec Existe pas, les fils qui me semblaient très indépendants, ou les rails de tout à l'heure, finissent par s'entremêler et
Bon, je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, mais en tout cas, c'est intriqué maintenant. Et en même temps, fait que ce soit intriqué, c'est surprenant, puisque dans ton écriture, dans Red Vive, il y a une précision. Chaque mot est pesé, chaque espace est pesé au gramme, centigramme près, alors que le conte, il y a une grande part d'improvisation. C'est très impressionnant de pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça doit être aussi déstabilisant, justement, puisqu'il y a un côté lâcher-prise qu'il n'y a pas dans l'écriture pour l'écrit, où voilà, on peut contrôler exactement, encore une fois, chaque mot, ce que tu fais. Et d'un seul coup, c'est le conte, où là, tu as un public face à toi, et au contraire, tu es amené à improviser. Tu as 2 processus de création différentes quand tu écris pour le conte, quand tu écris de la poésie pour ton recueil. Comment ça se passe ? Parce que ça paraît effectivement éloigné, même si en t'écoutant, on voit bien que naturellement ça se rejoint. Ce que tu disais est très juste, je pense que j'ai une balance intérieure et j'essaye de peser au gramme près les mots, les accents, les espaces. Et dans le conte, peut-être que c'est comme ça que j'ai commencé, ça marche pas du tout. Ça m'a valu de belles insomnies, mais quand j'essayais de dérouler quelque chose qui soit propre, je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas qui soit lissé, je sentais que j'étais comme séparée des gens à qui je m'adressais par une vitre de plexiglas, ce qui me rendait très malheureuse parce que c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre, mais en même temps je ne savais vraiment pas comment fissurer la vitre de plexiglas. Et c'est un chemin que je continue à essayer d'ouvrir pour moi-même, parce que finalement, ces 2 questions se répondent dans l'écriture. Il y a comment créer un chemin du blanc vers quelque chose d'autre. Le grand rien ou le grand silence, d'où va sortir le premier mot, et pourquoi celui-là, et comment est-ce qu'il en rencontre d'autres. Comme une sorte de petite, toute proportion gardée, mais il y a une petite naissance d'univers auquel on assiste, ou auquel on participe, mais on ne sait pas trop comment. Et dans le conte, ça se passe aussi, mais ça se passe très différemment. Et c'est là que je suis aussi heureuse d'avoir rencontré les Innommables. C'est ce travail de la... presque, je me l'étais formulé pour moi-même, j'aimerais perdre en précision. Et c'est ce à quoi je travaille. C'est un travail que j'invente parce que c'est pas la formation que j'ai reçue. Et quand tu fais une thèse de doctorat, on t'apprend pas vraiment l'imprécision. Donc apprendre l'imprécision, c'est l'histoire d'une vie, je suppose. C'est l'aventure que j'ai envie de mener maintenant. Et ça se fait de 1000 manières. Il y a des gens que j'ai rencontrés sur ma route qui m'ont aussi beaucoup donné envie d'aller creuser ça. Par exemple, François Debat, Nadine Walsh, qui sont des conteurs qui me touchent au plus profond et qui me font pleurer et rire en même temps, ont cette façon de bouleverser le présent commun. Et voilà, c'est un grand truc d'arriver devant des gens et de ne pas encore savoir quelle diablesse de phrase va sortir de ta bouche. C'est vertigineux. Quand ça se passe, c'est mirifique et des fois ça se passe pas. Effectivement, ça semble c'est très très courageux. Pour revenir à ce blanc que tu évoques, de part de rien et à un moment tu crées, est-ce que tu as des conditions de création qui favorisent ta création ? Est-ce que c'est des moments de journée ? Est-ce que tu as besoin de silence, de musique ? Qu'est-ce qui accompagne tes créations ? Je commence par moduler, même si peut-être il y a du courage quelque part, je précise que tu t'adresses à une personne fondamentalement peureuse et qu'à chaque fois, c'est comme toute une aventure et je me dis c'est impossible, j'y arriverai jamais et que c'est vraiment une... Mais c'est ce qui est beau aussi, sans doute, et ça me fait du bien de le dire parce que je crois qu'on a besoin de l'entendre, que c'est difficile, que ça marche pas, que c'est à construire et c'est à reconstruire tous les matins, et à chaque fois, il y a un nouveau trajet à inventer. C'est aussi peut-être ce qui rejoint l'écriture dans ce travail-là, c'est à chaque fois, le chemin est différent, et j'ai pas de protocole qui fonctionne. Quand il y en a un qui me semble marcher, et que je me dis, waouh, j'ai trouvé la clé de comment je vais écrire. Ça marche pendant un temps très limité. Et après, je me retrouve gros gens comme devant, je ne sais pas comment dire autrement. Mais voilà, avec mes pauvres souliers limés, je me dis, ah mince, il va falloir trouver un autre sentier. Donc, pas de recette qui fonctionnerait
à plein, mais par contre, il y a quand même des éléments qui sont récurrents, par exemple le silence, parce qu'il y a une musicalité qui doit apparaître quelque part, et pour qu'elle puisse apparaître, il faut qu'il y ait cet espace de silence, et puis du temps. J'ai besoin vraiment de traverser le rien pour que les choses puissent prendre forme, ce qui parfois est frustrant, et puis aussi c'est une petite lutte intérieure. On est dans un monde qui demande, c'est pas une surprise, mais l'efficacité et de faire le choix de se retirer pour, si ça se trouve, que le rien reste rien. C'est un sacré truc. Là aussi, c'est courageux de faire du rien. On invite évidemment les auditeurs à faire plein de rien. Vous écoutez Haro sur la poésie sur Jet FM. On va faire une petite pause musicale et nous allons écouter sur tes recommandations Natasha Rogers avec son titre « Oh Baba ». Vous écoutez Haro sur la poésie sur Jet FM et nous sommes en compagnie de Sybille Orlandi. Nous venons d'écouter Natasha Rogers. Sybille, tu m'as soufflé ce titre. Qu'est-ce qui représente pour toi cette chanson ? L'audace et la joie de faire se rencontrer des percussions, de la voix, du piano. Donc,
Je te disais, j'écris plutôt en silence, donc je peux pas dire que la musique soit une source d'inspiration, mais par contre, il y a des présences, notamment des présences sur scène, et Natasha Rogers, je l'ai vue récemment sur scène, ça m'a beaucoup marqué. En fait, elle fait de la musique comme j'aimerais écrire. Elle a une main sur le piano, une main sur ses percussions, elle passe d'une percussion à l'autre, elle chante, elle enregistre sa voix, elle la boucle et elle chante par-dessus. Et je trouve ça à la fois très drôle et en même temps très puissant, aussi parce qu'elle a une dimension presque incantatoire ou d'invocation dans ses textes, qu'elle parle plusieurs langues et ça me touche beaucoup. Comme Lior Shouv d'ailleurs, qui est une autre artiste qui me sidère sur scène. Et voilà, peut-être ces femmes, elles représentent l'espace de création dans l'instant aussi qui me touche. Est-ce que tu as aussi d'autres recommandations, inspirations que tu as envie de partager avec nos auditeurs ? En plus, c'est bientôt Noël, si tu as envie de donner des idées pour soutenir les artistes merveilleux qui t'inspirent en tout cas. Le label No Format, qui est un label indépendant et qui soutient Natasha Rogers, fait des choses extraordinaires. Et je redécouvre en ce moment le plaisir d'écouter de la musique plus en ligne, mais sur CD. En fait, c'est un plaisir inouï parce que finalement, j'adore les choses bien concrètes, bien matérielles, que je peux tenir dans ma main. Donc, les livres, j'y suis aussi sensible pour le grain du papier. Je me dis tout ce qu'on fait aussi qui œuvre à maintenir vivante la culture, je sais pas trop comment l'appeler, mais cette création qui est peut-être plus de souris, où il faut aller chercher dans des petits trous, mais en fait, tu rencontres une souris, tu en rencontres une deuxième, et puis après, c'est tout un peuple. Bon, je dis ça parce que j'aime les souris, mais vous troquez la souris contre n'importe quel animal sympathique. Et puis, non, ma recommandation pour Noël, ce serait danser. Je crois que la danse aussi, c'est un lieu de naissance organique. Le corps me hante et me fascine. Enfin, c'est marrant parce que le corps, c'est ce qui est hanté et c'est ce qui me hante en même temps. La danse a beaucoup changé aussi ma manière de sentir et les mots et les membres qui sont les miens. Voilà, hommage à la danse, danser. Est-ce que la danse est une pratique pour toi que tu intègres dans le conte ? Je le fais de plus en plus. Je fais partie d'une compagnie de danse qui s'appelle les Danses d'Ariane de Delphine Guillaume, qui a créé cette compagnie, qui a aussi pas mal bouleversé de choses dans ma vie, qui a donné naissance à un titre de Red Vive qui s'appelle Exécutrice ligamentaire. Pour moi, la danse, c'est l'exécutrice ligamentaire. J'aime bien donner des noms à ces figures un peu abstraites qui prennent corps d'un coup. La danse dans le conte, ça me semblait impossible et ça devient possible parce que dans Existe pas, la présence de Guillaume aux percussions, le fait qu'on joue aussi avec une histoire d'origine bretonne qui s'appelle les violonistes en paradis, qui est devenu les percussionnistes en paradis, m'a donné envie de faire apparaître le corps un peu différemment que comme support ou instrument de la voix. Et je me dis, il peut exister aussi d'autres façons dans la danse. Donc peut-être que ça va continuer à infuser. J'aimerais qu'il y ait encore plus de danse. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu fais croiser ces univers parce que il me semble, je suis loin d'être la spécialiste du conte, mais que dans le conte, est-ce que c'est pas un peu interdit la musique ? Est-ce que c'est pareil pour la danse ? Et que toi, finalement, tu fais fi des interdictions, puisque tu fais du conte, tu mets de la musique. Est-ce que la danse et le conte, c'est pareil ? Est-ce que c'est un peu... On n'a pas vraiment le droit... on a le droit de tout, évidemment, mais pour les puristes, on va dire, est-ce que la danse n'est pas autorisée dans le conte ? Comment ça se passe ? Il y a une conception du conte que... Par ailleurs, j'estime infiniment parce que j'aime beaucoup les purs. Et donc voir quelqu'un assis, les yeux ouverts, les yeux fermés, raconter une histoire avec sa simple présence me sidère. Je suis aussi sensible à des formes qui sont plus hétérogènes. Et donc, à vrai dire, je ne sais même plus si une étiquette est meilleure qu'une autre. Est-ce que c'est encore du conte ? Je ne suis pas sûre que ce soit des questions qui, moi, m'intéressent parce que on en fera bien ce qu'on voudra de cette chose. Mais je suis très, en ce moment, animée par le désir
de faire des espaces un peu kaléidoscopiques ou mosaïques. Et si ça implique de quitter les purs, quittons-la. Et par ailleurs, je crois que je serais peut-être heureuse, dans un futur plus ou moins proche, un jour de revenir à une forme d'épure radicale. Merci de donner l'exemple, effectivement, c'est toi l'artiste et tu décides bien de ton spectacle, de la création, de la forme qu'elle prend. Et alors justement, on est en décembre 2024 et il y a pas longtemps, tu jouais à l'Ubique Café à Nantes dans une forme qui, n'en déplaise aux puristes, mêlait contes et musique électronique. Comment ça s'est passé ? C'était une nouveauté parce que c'était dans le cadre de Culture Barbare et c'était une rencontre entre un collectif de musique électronique et un duo que j'ai fait avec Warlot, des Innommables, de contes, où on a pour la première fois, Warlot et moi, utilisé la loop, donc la loop station, pour boucler nos voix, jouer avec des univers sonores, ce qui correspond aussi à un peu une transgression de l'interdit, mais on s'est dit que le lieu était inhabituel par rapport à ce que nous, on a l'habitude de faire, et qu'on allait un peu faire un pas de côté par rapport au tour de conte traditionnel, où on n'a que nos voix et nos tabourets. Et c'était très très joyeux aussi de rencontrer un public qui ne venait pas forcément entendre du conte et qui a rencontré le conte. C'était comme tous faire un petit pas de côté. J'en ai un souvenir assez réjouissant, notamment parce que je me suis surprise et que ça fait du bien aussi de lâcher les chevaux, les juments, tout ce qui veut bien courir. Et on a hâte évidemment de voir courir tes créations. Et justement, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes créations en cours et où est-ce qu'on pourra venir te voir conter, où est-ce qu'on pourra écouter ta poésie ou te voir danser sur scène ? Avec les Innommables, on travaille sur un projet qui s'articule autour des métamorphoses et du monstre et qui rencontre aussi des questions d'écriture pour moi. Avec la compagnie Danse d'Ariane, on travaille aussi sur un projet qui s'appelle Vestige. Avec Guillaume, on continue à explorer, avec peut-être d'autres poèmes de Red Vive à venir, des rencontres poésie et musique. Et pour le prochain mois, c'est vraiment le programme rien. Merci beaucoup, Sybille, de nous avoir fait rentrer dans ton univers, dans ton espace de création. Évidemment, je vous recommande la lecture de Red Vive. Je vous recommande d'assister aux représentations de contes, de lecture orale de Sybille Orlandi. Merci à toi, Sybille. Est-ce qu'il y a d'autres espaces où on peut trouver ton travail ? Bien, pour le conte, c'est pour les Innommables, un Instagram et un Facebook, les Innommables. Et aussi, je le précise, pour les Innommables, c'est un site internet www.lesinnommables.fr. Pour la poésie, c'est plutôt sur le site de l'éditeur, les éditions Ex Modi. Et puis pour la danse, c'est le site de Delphine Guillaume, Danse d'Ariane. C'est ainsi que se termine cette interview. On vous souhaite donc, tous les auditeurs, de faire beaucoup de rien, vous aussi. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se quitte en musique avec le titre Rega de Lior Chauve. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur les ondes de Jet FM. Oh
le mutela tetla tetla tetle tetana tela wetanda hako etana yesa la la tena kaya suasana tazmini yom tzlena teve et akoshi lechatev mama שיוצא תביא לו מקום, תביא לו מקום היום, היום, היום שבו אל תבלבלי אותי, תלבלבי אותי, אל תבלבלי אותי